Bonsoir à tous. À la une de ce journal, en plein cœur des violences meurtrières dans les régions anglophones, des populations peinent à bénéficier d'une prise en charge médicale optimale et pour cause, certains hôpitaux de district disposent d'un plateau technique vétuste et le personnel médical, craignant pour leur vie, a déserté les services hospitaliers, illustration et coup de projecteur en Bangem, dans la région du sud-ouest. Dans l'escale internationale, l'opposition burkinabé met en garde l'instance électorale sur les nombreuses irrégularités ayant entaché le processus électoral et le dépouillement des bulletins de vote. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire pourrait accueillir dans les toutes prochaines semaines l'ancien président Laurent Gbagbo. L'établissement d'un passeport diplomatique est en cours. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans la région en guerre du sud-ouest, l'hôpital de district se meurt de jour en jour, notamment en Bangem, dans le département du Coupé-Manengouba. Cette structure hospitalière dispose d'un plateau technique vétuste, incapable d'assurer une prise en charge médicale optimale. Là-bas, les bâtiments croupissent sous le poids de l'âge. Face à l'enlisement de la crise et la multiplication des violences meurtrières, le personnel médical a déserté les services hospitaliers au grand désarroi des populations. C'est le constat que font Jacques Molon et Julienne Berthe-Bissaille dans ce reportage. Dans le département du Coupé-Manengouba, l'hôpital de district de Bangem est plus malade que ses malades. La bâtisse, vieille d'une quarantaine d'années, affaiblie sous le poids de l'âge. Les murs ont défraîchi sous l'effet des intempéries. Dans ce triste décor, les toilettes, à défaut de l'entretien au quotidien, sont à l'image de la bâtisse principale. L'hôpital de district de Bangem ne dispose aucun plateau technique pour une bonne prise en charge des patients. Il n'y a pas les moustiquaires, pas les douches internes. Le matin, tout le monde, il y a la bagarre partout parce qu'on cherche l'eau. Ici dans l'hôpital, s'il n'y a pas un gynécologue, quand vous avez des problèmes d'accouchement, il faut monter sur les benstickings avec la mauvaise route. Monter, descendre jusqu'à peut-être pour arriver en Kongsamba, pour que les femmes perdent la vie comme ça. Et les bébés, il n'y a pas les pédiatristes, il n'y a même pas les spécialistes ici. Même le directeur de l'hôpital est dépassé par l'état de délabrement de la structure qu'il dirige. Ici à l'hôpital, on n'a pas un infirmier de l'État. Tous les infirmiers sont les vacataires qu'on a recrutés ici. L'hôpital de district qui n'a pas un service de radiologie, même la table d'opération on n'a pas. Donc on travaille vraiment qu'avec nos mains. Même les aides-soignants, on n'a pas. Au-delà de sa décrépitude, l'hôpital de district de Bangem connaît un déficit en ressources humaines. La plupart du personnel ayant déserté leur service et d'autres qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation. Le directeur de l'hôpital encourage ses collaborateurs à persévérer dans leur dévouement au travail malgré la crise sécuritaire en cours. Bangem est stable, la ville est calme, il n'y a plus de coups de feu, tout est normal. Donc, si quelqu'un veut vraiment venir travailler à Bangem, il ne doit pas être inquiet. Dans cette souffrance, les populations de Bangem invitent les pouvoirs publics à prendre en compte leurs doléances. Nous voulons que les États et les élites fassent quelque chose pour que nous soyons un peu bien à Bangem. L'État a beaucoup à faire ici. Ça, c'est un hôpital de district. Et Bangem, c'est le chef-lieu du département du Coupé-Manengouba. À Bangem, comme dans plusieurs localités des deux régions en crise du nord-ouest et sud-ouest, les hôpitaux font face au déficit du personnel, manque de plateaux techniques et des cadres modernes. Autre préoccupation constante ces dernières semaines au Cameroun, c'est le relâchement observé dans le respect des mesures barrières et l'inquiétude des autorités sanitaires sur les risques
de propagation du virus Covid-19 dans les milieux scolaires. Plusieurs centaines de cas actifs au Cameroun et sur le continent africain, l'inquiétude est tout aussi grande au regard de la situation épidémiologique qui ne cesse d'évoluer. Quelles sont les mesures prises au Cameroun et dans plusieurs pays africains pour faire face à cette nouvelle vague d'épidémie liée au Covid-19? Des précisions avec Eric Watat et Nadine Yambou. Sur la pandémie mondiale de coronavirus qui sévit actuellement au Cameroun, de nouveaux foyers épidémiques apparaissent chaque jour dans des écoles à travers le pays. L'Ouest et le littoral arrivent désormais en tête des régions qui totalisent un fort taux de contamination ces derniers jours. Le nombre de cas actifs est de 916. La faute, selon le ministère de la Santé, au relâchement de la population dans l'application des mesures barrières. Cette augmentation des cas n'est pas surprenante quand on sait que le respect des mesures barrières n'est plus une habitude pour la majorité des populations camerounaises. Ce relâchement des comportements observés continue d'être décrié, surtout en cette période de reprise des activités dans les différents secteurs et durant laquelle les déplacements et les interactions entre les personnes sont de plus en plus importants et sont susceptibles de favoriser la survenue de nouveaux cas de contamination. Le Cameroun enregistre un nombre global d'infections au coronavirus de 23 528. Face à la tendance à la hausse des cas, le gouvernement appelle à plus de vigilance et au respect des règles élémentaires édictées pour barrer la voie à la maladie, mais surtout pour éviter l'arrivée d'une deuxième vague dans le pays qui, selon des spécialistes de la santé, pourrait être plus rude que la première. En Côte d'Ivoire, le relâchement dans le respect des mesures barrières dans la lutte contre la pandémie de coronavirus est également décrié et fait également craindre les risques d'une deuxième vague épidémique dans le pays. À ce jour, près de 200 personnes sont actuellement sous traitement à travers le pays. 12 nouvelles infections ont été signalées pour la seule journée du lundi 23 novembre 2020 sur près de 966 tests effectués, soit un taux de positivité d'1%. Le ministère ivoirien de la Santé, qui révèle que 21 personnes ont recouvré la santé, affirme que le virus a tué 2 personnes ces derniers jours. Suite à la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire, près de 85 personnes ont été refoulées en tentant de rejoindre le pays. En Guinée-Conakry, plus de manifestations politiques dans le pays jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement guinéen dit avoir pris cette décision après une augmentation rapide des cas de coronavirus. Si pour le porte-parole du gouvernement, il s'agit d'une mesure exceptionnelle et provisoire justifiée par l'état d'urgence sanitaire pour combattre le virus, l'opposition dénonce une instrumentalisation de la pandémie pour anéantir les adversaires du président Alpha Condé. L'Union des forces démocratiques avait en effet appelé à une manifestation ce mercredi contre le hold-up électoral et l'arrestation de plusieurs de ses leaders au lendemain du scrutin présidentiel. Des organisations internationales telles que Human Rights Watch avaient elles aussi soulevé des soupçons d'instrumentalisation de la crise sanitaire comme excuse pour réprimer de nombreux manifestants opposant au régime d'Alpha Condé. Au Cameroun, la filière avicole broie du noir. Le plan de restructuration et d'appui aux acteurs n'a rien changé. De nombreux producteurs n'ont plus accès aux intrants spécifiques, encore moins aux ressources financières. D'autres ont abandonné l'activité. Du coup, les produits avicoles coûtent bien cher sur le marché, notamment dans la région de l'Ouest, là où les ménages peinent à avoir accès aux œufs et autres produits avicoles. Précision dans ce reportage signé Leclerc Tsakem.
Les œufs sont les denrées les plus consommées au Cameroun. Seulement, le produit se fait de plus en plus rare sur le marché. Une rareté qui engendre ces derniers jours une flambée de prix. Il faut débourser jusqu'à 2500 francs CFA pour s'en offrir une alvéole qui autrefois se vendait à 1500 francs CFA. Les gens n'arrivent plus à acheter les œufs, que c'est cher. Qu'au lieu qu'ils achètent les œufs, ils achètent le lait pour faire le café aux enfants. Acheter le chocolat, le beurre pour charger le pain des enfants. On vient, on taxe, on part, on n'achète pas. Avant, on payait les œufs, on s'assortait bien dedans, mais pour le moment, c'est le maintien, c'est trop cher. On achète comme ça là, c'est juste pour fuir la maison. Donc on ne s'en sort même plus. À quand le retour à la normale au prix de ce produit de première consommation? Difficile pour le moment d'y apporter une réponse exacte. Pour en savoir plus, nous nous rendons dans l'une des grandes fermes de la région de l'Ouest Cameroun. Sur place, c'est des compartiments vides qui nous accueillent sans le caquettement habituel des sujets. Notre filière vit des moments très difficiles. Très difficiles, pourquoi? Parce que depuis grippe aviaire de 2016, nous avons eu des situations que nous devions rapidement prendre en urgence. Beaucoup d'éleveurs qui ont subi le choc de cette grippe aviaire-là n'ont pas eu les ressources pour remettre en place leurs élevages. Et on pouvait évaluer à cette période-là le cheptel plus ou moins, je peux me tromper, à 4,5 millions de sujets en poules pondeuses. Ce qui fait que l'offre aujourd'hui n'est plus au niveau de la demande nationale. Voilà pourquoi vous observez, à mon humble avis, ce manque de produits sur les marchés. La crise de coronavirus n'est pas venue nous arranger les choses. La situation que traverse la filière avicole est liée à la crise que traversent les pays occidentaux suite à la déclaration d'une grippe aviaire. Toute chose qui a amené les pouvoirs publics, dont le ministre de l'élevage, à mettre sous embargo l'importation des œufs à couver et des poussins de jour. Un coup dur pour les acteurs du secteur avicole. Le ministre prend une décision, il faut la respecter. Je suppose qu'ils ont mûrement réfléchi et qu'ils ont trouvé pertinent la prise de cette décision-là. Mais à notre niveau aussi, c'est un grand coup. C'est un grand coup économiquement parlant parce que nous prenons des crédits dans les banques pour acheter ces poussins-là. Et quand des événements comme ça arrivent, convenez avec moi que c'est toute la chaîne qui est grippée. Et c'est comme ça que nous allons tout droit vers la faillite. Nous subissons beaucoup plus que nous ne proposons. Et c'est bien dommage parce qu'au fond, je ne veux pas apprendre à qui que ce soit à faire son métier, mais ce que je dis, c'est que on ne peut pas, comme on dit chez nous, utiliser le marteau pour tuer la fourmi. À mon niveau, j'ai pas eu de support depuis la grippe aviaire. De toutes les façons, vous pouvez visiter mes fermes, elles sont toutes vides. Il y en a même qui sont en train de tomber en ruine depuis cette période-là. Le Cameroun est victime de sa dépendance vis-à-vis de l'étranger. Craignant le pire, les producteurs exhortent les autorités à mieux se pencher sur la question afin d'explorer les pistes probables de solutions. Il est urgent pour nous de nous approvisionner en poussins parentaux. Il est urgent de trouver des solutions même de base pour être indépendant en ce qui concerne ces poussins de souche-là, ces poussins de base qui ravitaillent nos élevages. Donc quand on aura cette solution-là, je crois que ces pénuries à répétition vont forcément s'arrêter. Sinon, nous allons aller dans des moments très très difficiles. En attendant, le panier de la ménagère devra continuer de subir. Qu'il s'agisse des œufs ou même de la chair de poule à consommer, c'est à prix d'or qu'il faut s'en offrir. En cette veille des fêtes de fin d'année, une hausse de prix parmi tant d'autres produits dans un contexte de marasme économique où des milliers de Camerounais peinent à tirer leur épingle du jeu. Au regard de ce climat des affaires moroses au Cameroun, l'entrepreneuriat est-il encore un outil de développement inclusif? Cette thématique est au cœur de la semaine de l'entrepreneuriat. Les activités se déroulent du côté de Yaoundé et des promoteurs d'entreprises n'ont pas manqué d'interpeller le gouvernement sur leur situation. Ils se plaignent de l'asphyxie et ils subissent de plein fouet les effets dévastateurs de la pandémie du coronavirus et son impact sur le plan économique. Les moyens et appuis annoncés par le gouvernement jusqu'ici n'ont pas permis de relever plusieurs entreprises. D'autres précisions avec Aïk Cyril dans ce reportage. De quel poids pèsent les entreprises camerounaises? La question se pose alors que se célèbre la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat permet à notre pays de se mettre non seulement en phase avec le reste de la communauté internationale pour célébrer l'entreprise, mais également pour remettre l'entrepreneur au cœur des attentions, aussi bien du secteur privé que des pouvoirs publics. L'édition 2020, deuxième du genre,
de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat se célèbre dans un contexte de quasi-asphyxie pour les entreprises camerounaises. Afin de les aider à faire face à l'impact socio-économique du coronavirus, le gouvernement avait débloqué, dans le cadre du Fonds de résilience économique, un appui de 2 milliards de francs CFA. Après dépouillement, au terme de l'appel à candidature, plus de 700 entreprises ont été retenues pour bénéficier de cet appui. On a reçu au niveau central, au terme de ce processus, 1142 dossiers qui avaient franchi les étapes de sélection au niveau départemental et au niveau régional. Et finalement, en termes d'éligibilité, lorsqu'il y avait des arbitrages à faire, on s'est retrouvé avec près de 741 entreprises. Nous allons dans la foulée rendre public, parce que les entreprises éligibles pourront donc faire la suite, le suivi de leur dossier d'engagement auprès du ministère des Finances. Dans les détails, 291 dossiers de PME et 429 dossiers d'artisans et promoteurs d'organisations de l'économie sociale sont éligibles. L'annonce est faite au lendemain de l'échange entre le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et le tout nouveau coordonnateur résident du système des Nations Unies au Cameroun. On a discuté le fait que le gouvernement a bien aidé les petites et moyennes entreprises, surtout avec l'impact socio-économique de la pandémie Covid-19. Le pays a envie d'aller vers l'émergence 2035. Et les petites et moyennes entreprises sont des leviers pour pouvoir accompagner cette vision. Selon les pouvoirs publics, les femmes et les jeunes constituent une cible privilégiée. Les clubs entrepreneurs de certains lycées et collèges, ainsi que des groupements de femmes entrepreneurs, recevront la visite des autorités en cette semaine de l'entrepreneuriat. Grosse frayeur à Bétaréoya, dans la région de l'Est. Le bac sur le fleuve Lom s'est noyé avec 2 camions transportant du carburant et des marchandises. Des passagers ont failli perdre leur vie sans l'intervention des piroguiers et des pêcheurs. Malgré ces vies sauvées, il y a une grosse inquiétude également. Elle est relative à la pollution des eaux du Lom à la suite de ce carburant qui se retrouve au fond de ce fleuve. Explication avec Benjamin Issam. Traversée du fleuve Lom entre les cantons Laï et Yaïoué, nous sommes à Touraké, à 15 km de Bétaréoya. Il se passe au lointain une scène inédite. L'Obac transportant des marchandises pour le village Bouli est en train de couler. L'image est filmée par un riverain. Sur la rive de départ, c'est la panique, la consternation. En même temps, on se mobilise spontanément pour les secours. Par pirogue ou par simple nage, histoire de sauver des vies. Subitement, excédée par le poids des marchandises, l'embarcation va piquer du nez, emportant avec elle, sous les eaux, 2 camions et 6 motos, y compris de nombreux passagers. L'un des camions transporte du carburant pour de nombreuses sociétés forestières de la zone. 10 minutes plus tard, les premières victimes sont ramenées sur le bord, plus de peur que de mal. Selon des témoins, l'Obac, avec sa lourde charge, a perdu tout équilibre. Même les manœuvres des conducteurs n'y feront rien. En attendant qu'un pont soit construit sur le fleuve Lom à Touraké, les opérations de traction sont en cours sous les eaux. On craint pour l'instant la pollution du fleuve Lom par le carburant contenu dans la citerne englouti par les eaux. Un déficit d'eau potable hante la localité de Bonaleya dans le département du Mungo. C'est une localité qui subit les désagréments liés à un manque criard du précieux liquide. Le Programme national de développement participatif, le PNDP, a mis sur pied une stratégie palliative, mais l'impact reste limité au regard des besoins importants des populations en eau potable. Évocation avec Donald Brice Kamgan. Des robinets asséchés et quasiment oubliés,
Les populations de Bonalea dans le département du Mungo en souffrent suffisamment. On paie un mètre cube d'eau à 500 francs le mètre cube d'eau. C'est trop cher. Moi, j'ai le chômage, je paie le mètre cube à 500. Alors c'est archi faux. Et quand on met l'eau à la maison, on dit de pas déborder 15 mètres cubes d'eau. Déborder 15 mètres cubes d'eau, on vous facture à 800 francs, à 1000 francs le mètre cube d'eau. C'est pas normal. Des factures souvent réglées sans forcément être servies, ni en quantité, ni en qualité. On a eu beaucoup de problèmes d'eau potable, surtout sur la route. Parce que les bonnes fontaines de Scanwater n'étaient pas suffisantes à toute la population. Le programme national de participation au développement et la mairie de Bonalea mise sur leurs efforts conjugués pour atténuer les souffrances des populations de la municipalité. Les deux administrations font couler 4 bonnes fontaines afin de faciliter l'accès aux précieux liquides à près d'une dizaine de villages. Quand nous étions petits, nous puisions de l'eau gratuitement. Aujourd'hui que nous sommes aux affaires, nous restituons ce bonheur à nos petits frères et à nos enfants pour qu'ils puissent également puiser de l'eau gratuitement. Les 100 mètres cubes d'eau disponibles pour 1600 mètres d'extension, arrondis à 2100 mètres, devraient permettre de réduire un déficit resté très important. Mais les autorités se disent conscientes que l'inaccès à l'eau potable, c'est aussi le mal de plusieurs autres villages reculés de Bonalea qui rêvent également de faire étancher leur soif. Dans l'escale internationale au Burkina Faso, c'est la fièvre qui monte dans l'attente des résultats du scrutin présidentiel. L'opposition est montée au créneau pour mettre en garde la Commission électorale nationale indépendante, dénonçant de graves irrégularités ayant, selon l'opposition burkinabé, entaché le processus électoral. Pendant ce temps, du côté de l'Éthiopie, c'est également un ultimatum donné par le Premier ministre à ceux qui se sont lancés dans un mouvement séparatiste dans la région du Tigré et une préoccupation de la communauté internationale relative à la situation humanitaire dans cette partie de l'Éthiopie. On voit tout cela dans la mouture internationale signée Isabelle Carole Zoupet. Au lendemain des élections législatives et présidentielles tenues au Burkina Faso le 22 novembre dernier, les candidats de l'opposition mettent en garde la CENI sur la crédibilité des résultats suite aux multiples irrégularités et insuffisances observées selon eux durant ces scrutins. Il s'agit entre autres du retard dans l'acheminement du matériel électoral dans certains bureaux de vote, du transport non sécurisé des urnes. Des dénonciations qui ont freiné la proclamation des résultats partiels. Et dans l'attente des résultats définitifs, la centralisation des votes se poursuit. Et pendant ce temps, la guerre dans la région du Tigré se poursuit en Éthiopie et atteint une phase cruciale avec l'ultimatum de 112 heures lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed aux forces rebelles tigriennes. Signalons que la guerre dans la région du Tigré a déjà fait plus de 3000 déplacés vers le Soudan et fait redouter une réelle crise humanitaire. Autre fléau qui secoue le monde, c'est l'immigration clandestine avec un nombre de décès sans cesse croissant. Des décès qui pourtant ne découragent pas l'ambition des jeunes, surtout africains. Du côté du Sénégal, par exemple, ils sont des milliers à prendre la mer au quotidien pour rejoindre les îles Canaries en Espagne. Aux États-Unis, on marque un pas de plus vers la transition avec l'administration Trump qui vient de donner son feu vert pour la passation du pouvoir au président élu Joe Biden. Toutefois, dans le tweet faisant cette annonce, Donald Trump ne reconnaît toujours pas la victoire de son principal opposant démocrate. Et en Côte d'Ivoire, une mission a séjourné en Belgique afin de pouvoir procéder à l'établissement d'un passeport diplomatique pour Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien. Il a pu apposer ses empreintes et disposer d'un reçu qui confirme l'établissement de ce passeport diplomatique. Cependant, aucun calendrier n'a été donné pour la mise à disposition de ce document officiel, mais des sources proches de la présidence de la République ivoirienne font état de ce que ce document pourrait être disponible d'ici les prochaines semaines. La priorité du gouvernement ivoirien serait l'organisation de ce retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les proches de Laurent Gbagbo n'ont pas souhaité commenter cette dernière étape dans l'établissement de son passeport diplomatique. Des publi-reportages dans ce journal, les acteurs du système éducatif sont aux anges dans la région de l'Ouest
Plus d'une dizaine d'enseignants méritants ont reçu des ordinateurs portables et autres primes pour les motiver dans l'amélioration de l'encadrement des élèves. C'est une initiative de la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso et les compagnies et les assurances générales du Cameroun, AGC, ainsi que la marque Cadibière, avec l'appui du ministère de l'enseignement secondaire sur la 7e édition de la campagne Quality Back to School qui s'est poursuivie dans la région de l'Ouest. Reportage. Soucieuse de contribuer à la valorisation de l'excellence, de récompenser les enseignants pour leur contribution précieuse et inlassable à la formation de la jeunesse camerounaise, la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso a remis le couvert une fois de plus pour la cérémonie de récompense des acteurs du système éducatif Zone de l'Ouest dans la salle de banquet de l'hôtel Talotel à Bafoussam. L'événement s'est déroulé en collaboration avec l'Union camerounaise de brasserie à travers sa campagne promotionnelle Quality Back to School de la marque Cadibière, bière 100% camerounaise, les assurances générales du Cameroun AGC et avec le soutien du ministère des enseignements secondaires. Les enseignants vont toujours de l'avant afin d'être primés et quand ils se battent pour être primés, c'est que la Fondation a de l'avenir devant elle. Et nous sommes toujours très heureux et très honorés de voir autant de professeurs, de voir même pour UCB, Cadibière, comment les parents se mobilisent afin que tout cela aille de l'avant. Cette cérémonie, qui revêt un caractère particulier, a récompensé plus d'une dizaine d'enseignants avec des ordinateurs portables pour leur permettre de se surpasser et créer ainsi une saine émulation et une motivation supplémentaire pour permettre aux apprenants de gagner en formation de qualité pour le plus grand bonheur d'un pays en développement comme le Cameroun. Ceux-ci ont en cœur promis de toujours mériter cette confiance en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour accroître la qualité de l'éducation dans nos établissements scolaires. What I can say is hard work. If you work hard, you will reap the fruits. We, the laureates of today, we are very, very happy. And we want to tell the Kaji Foundation that they should go ahead with what they have started. That what we have received today will be like a push to other teachers to work harder. Pour cette édition, la région de l'Ouest remporte 5 prix sur 10 mis en jeu et donne ainsi une satisfaction pour le responsable du ministère des enseignements secondaires qui a exprimé sa gratitude à la Fondation Fouatoula Kadi de Fotso pour ses multiples réalisations dans le secteur de l'éducation et a exhorté les enseignants à plus d'ardeur au travail. We are really grateful to Fouatoula Kadi de Fotso Foundation for what has been done and for what is still to be done. Our prayer is, may the Lord continue to strengthen you, to bless you, and to give you more than what you need to promote quality education through Quality Back to School throughout the nation. Après la cérémonie de Yaoundé qui a vu la célébration des meilleurs établissements au baccalauréat, c'est une cagnotte de plus de 40 millions de francs CFA qui a été mise en jeu pour cette édition de la campagne Quality Back to School. Sachez que la fondation Fouatoula est cachée quelque part en train de pouvoir. Applaudissez pour elle. Cérémonie rehaussée par des sonorités de chez nous à travers des artistes de renom. La cérémonie de la région de l'Ouest marque ainsi la deuxième étape de cette caravane de récompense qui s'achèvera dans la ville de Douala le 28 novembre 2020. En honorant ainsi les chevaliers de la Craie depuis 7 ans, avec le support de l'Union camerounaise de brasserie UCB, entre l'entreprise 100% camerounaise et fière de l'être, revêt véritablement et pleinement ses habits de grands partenaires de l'éducation.
Dans sa quête permanente de performance, les cimenteries du Cameroun mettent sur pied un nouveau produit pour le grand bonheur, à la fois de sa clientèle, également de ceux qui sont engagés dans les opérations de construction des bâtiments au Cameroun, en Afrique centrale. Il s'agit du ciment hydro. Quelles sont ses spécificités? Éléments de réponse dans ce reportage. Simencam, leader en offre cimentière au Cameroun, innove sans cesse en mettant sur le marché des produits de qualité pour le grand bonheur des consommateurs. En visite au sein de l'entreprise citoyenne à Douala, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a pu être édifié sur cette réalité, notamment avec le nouveau bébé de Simencam, ciment hydro, commande de l'eau. Une trouvaille née de la longue et riche expérience de l'entreprise sur le marché. On a l'expérience. L'expérience, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a été capable de développer une gamme de produits variés, beaucoup de ciment. Vous allez me dire pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Voilà, on a lancé tout ça, des gammes qui répondent aux besoins de tous les consommateurs. En particulier, on parle de notre ciment hydro. C'est un ciment hydrofuge. C'est-à-dire que si vous utilisez ciment, vous n'avez plus de pénétration d'eau qui vient du sol ou par les murs. Donc tout ça, c'est des ciments qu'on a développés. Et donc ça nous donne, c'est cet avantage qu'a Simencam. Cette position de leader sur le marché de la cimenterie au Cameroun, Simencam la doit à l'ardeur au travail de son personnel et surtout à son écoute des besoins des consommateurs. Mais oui, on veut continuer à aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est pas parce qu'on est leader qu'on doit s'asseoir et attendre. Non. Leader, ça veut dire on montre l'exemple. Et aujourd'hui, Simencam veut montrer l'exemple. Et donc, on travaille sur beaucoup de sujets pour continuer à développer des solutions de construction pour le Cameroun du futur. Simencam se définit aussi par l'accroissement de son offre de production avec la construction de nouvelles usines, en plus de celles qui existaient déjà dans plusieurs localités du Cameroun, dans le respect des protocoles prescrits par le gouvernement. Et sur ce, Simencam a tenu à rassurer le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Je pense qu'il est rassuré. Et c'est vrai que Simencam est le premier contributeur. On a fait beaucoup d'investissements. Notre nouvelle usine de Nomayos, on réfléchit à une nouvelle usine dans le nord. Donc oui, il est parti rassuré. Avec la concurrence qui s'accroît dans le secteur de la cimenterie au Cameroun, Simencam compte plus que jamais reste le leader. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Laurent Koudou-Bagbo, bientôt de retour en Côte d'Ivoire. Il a pu apposer ses empreintes digitales et procéder à d'autres formalités d'usage pour l'établissement d'un passeport diplomatique avec l'arrivée d'une équipe du ministère des Affaires étrangères qui a fait le déplacement à Bruxelles en Belgique lundi pour pouvoir finaliser la procédure. Il a reçu un récépissé, mais rien n'a été dit de façon précise sur la date de délivrance de son passeport diplomatique. Mais le gouvernement ivoirien s'est engagé à pouvoir accélérer la procédure. Ses proches restent circonspects, attendant de voir comment l'horizon va s'éclaircir entre le gouvernement ivoirien et l'ancien président Laurent Gbagbo, lui qui manifeste depuis de nombreux mois son envie de rentrer chez lui, en Côte d'Ivoire. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un